Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau plateau des rencontres recherche et innovation. J'espère que vous allez bien et j'aurai le plaisir tout au long de cette heure et demie qu'on va passer ensemble de parler avec nos invités de cet après-midi, de cette fin d'après-midi pour ce troisième plateau, de parler d'innovation. Peut-être que ça vous dit beaucoup de choses, un produit innovant, innové. C'est bien, et peut être encensé et remporter parfois bien des prix d'innovation. Pour autant, parfois, un an après, c'est un peu le statu quo, c'est un peu pas adopté par les acheteurs, par les grands comptes. Alors, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors, on va essayer un petit peu d'avoir des retours d'expérience de celles et ceux qui innovent au quotidien, pour qui ils ont des approches un petit peu différentes. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cet après-midi, et puis parler aussi des utilisateurs et du consommateur, évidemment, parce qu'il est celui qui est directement concerné par ces innovations. Voilà autant de questions auxquelles on va essayer de répondre, et puis des questions que vous allez pouvoir vous aussi nourrir, puisque vous allez pouvoir poser vos questions sur le live directement, poser sur le live vos petites questions, vos réactions, et puis on vous demandera de temps en temps comme ça de réagir avec nos invités. Ce sera le cas dans quelques instants. Je vous propose de faire un petit tour de table des invités de ce plateau. Comment booster la diffusion de votre innovation? C'est Irvine Woods qui est avec nous. Bonjour Irvine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Tu vas bien plutôt? Oui. Parce qu'on se tutoie en dehors, du coup on va se tutoyer ici aussi. Absolument, oui, je vais très bien et très heureux d'être là. Alors tu es directeur innovation sport et process chez Decathlon International. L'innovation, c'est dans les gènes de Decathlon. On y reviendra dans un instant. Oui, absolument, on va en parler. On en parle dans quelques instants, c'est un teaser, tu vois, c'est pour que les gens restent. Sloane Simoneau de chez Big Green. Oui, directeur adjoint Big Green, donc le bureau d'études du groupe Baudelaire Environnement. Voilà. Un groupe indépendant et familial des Hauts-de-France, plus de 500 personnes, dans le traitement et la valorisation des déchets non dangereux. Voilà, Baudelaire Environnement, qu'on connaît tous et toutes, et Big Green qui a été créé justement pour mettre en place justement des projets innovants en fin de chaîne presque de Baudelaire. Big Green créé en 2019, oui, pour développer et booster l'accélération du groupe. Il y aura également Bastien Lebêtre du Garage. Bonjour Bastien. Bonjour José. Alors le Garage, c'est basé à Lille, c'est justement basé dans un ancien garage finalement, et c'est un incubateur en quelque sorte. Alors c'est un peu plus que ça, c'est un lieu vivant, un écosystème de commerce et d'innovation. On y reviendra également. Benoît Gourlet, fondateur de La Virgule. Bonjour. Témoin d'innovation, il va partager avec nous les différentes étapes de l'innovation. Tu en as des choses à nous raconter. Plein, et on collabore avec les trois autres invités ce soir. Ah oui, tu les connais tous en fait. Exactement. Il y aura également Philippe Nogues-Cuvel qui nous rejoindra de Faiveley Transport, et puis Sébastien Pérec, voilà, comme ça vous savez tout, en fin d'émission pour un petit mot de conclusion. Allez, je vous propose, et vous réagirez, de commencer par un petit bicast, un petit nuage de mots. Alors que vous soyez en présentiel avec nous ici en direct de la chaufferie à Tourcoing ou chez vous, vous allez pouvoir scanner le QR code qui s'affiche à l'image avec cette question pour vous. Quelles sont les clés de la réussite du lancement d'une innovation, ou qu'est-ce qui fait que l'innovation sera un succès commercial d'après vous? Voilà, des petits mots que vous nous écrivez, puis nous, on va réagir un petit peu à tout ça ici sur le plateau. Ça y est, je crois que c'est lancé. Donc, vous avez le petit QR code qui va bien. On va essayer de ne pas vous influencer en vous donnant des mots sur les mots-clés du lancement d'une innovation. Mais il y a forcément des mots qui vous viennent à l'esprit, comme ça, sans les donner, évidemment. Je ne les donne pas, donc. Non, tu ne les donnes pas? Tu veux pas? Ah bah non. Ah bah non, ok, d'accord. Il veut rien dire. Non, mais il y a comme ça. Je laisse les gens répondre. Ouais, et c'est pas ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que pendant que les gens nous écrivent, c'est qu'en fait, on va le voir d'ailleurs, hein, vous avez tous et toutes finalement, avec un but qui est le même, qui est de proposer un produit innovant répondant parfois à un besoin, une approche différente en fait. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est de voir que finalement, pour toi, ce mot est venu peut-être, ou cette étape est venue bien après dans la réflexion de l'innovation finalement. Oui, tout à fait. Des mots, il m'en vient des centaines, hein, on est bien d'accord. Je pense par exemple à l'étude de marché. Et tu vois là, j'ai étude de marché, idée, valeur. J'ai communication qui vient en grand. Ça vous inspire quoi ce nuage de mots? Sloane, ça te dit quoi, toi, ça? Tiens, t'as un petit micro, n'hésite pas. Alors, ça bouge, hein. Ça bouge, Avec ouais. Communication. J'ai plus rien. On va me remettre, je crois, le nuage de mots. Voilà, influenceur, j'ai contact. Si ça vous inspire, vous réagissez. Bastien, Benoît, pareil. Il y a le mot besoin qui
C'est le mot besoin? Ouais. Répondre à un besoin? Oui. Alors toi, pour la virgule, c'était un peu le cas? C'était répondre à un besoin? C'était répondre à un besoin, mais des deux côtés, c'est ça qui est intéressant. On répondait à l'innovation d'un côté, donc nous on fait de la bagagerie, upcycling, on en reparlera plus tard, mais d'un côté les grands groupes qui ont des déchets, qui ont besoin de trouver une solution de fin de vie, et de l'autre côté des clients qui ont besoin de bagagerie responsable et technique. Et du coup, nous on répondait aux besoins des deux côtés. Et du coup, on a besoin d'être visible et de faire de la communication des deux côtés aussi. Je veux bien que tu nous rappelles le principe de l'upcycling, c'est de prendre une matière et de leur donner une espèce de Ouais. nouvelle vie noble, plus noble en fait, c'est ça? Tout à fait. Et donc le recyclage, c'est vraiment plutôt on détruit la matière, on en fait des copeaux, on refile, on fait de la matière. Nous, on découpe, on lave et puis on la réutilise pour ce qu'elle est directement. Ouais, on la change, on change juste d'usage en fait. Ouais, on la reprend pour ses qualités d'origine et hop, elle est repartie pour une nouvelle vie. Bastien, ça te dit quoi ça au garage? Moi, c'est le mot réseau, juste là, au-dessus Ah de ouais, toi, communication, ça te parce parle, que c'est majeur dans les approches d'innovation, Ouais. c'est-à-dire pour innover aujourd'hui seul, il faut être très riche et sans réseau, on peut pas innover vite, on peut pas innover efficacement. Ouais. Et donc le mot réseau, il est majeur en fait, je pense dans cette logique d'innovation. On y reviendra, mais c'est ton boulot un peu au garage en fait. Hein. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une des missions de Ouais. garage qui est de créer le réseau. Bah, alors, qu'on a aujourd'hui matérialisé avec Baudelaire et la virgule, mais effectivement, c'est une des missions de garage. Donc toi, c'est le mot que tu retiens. Ouais. Donc besoin, réseau. Tu retiens quel mot, Irvine? Alors moi, j'ai vu en petit à droite le mot ténacité. Ah, t'as retenu le tout petit. Ouais, non, il était en rouge, donc on le voyait Il bien est où? quand même. Il est où? Oui, il était en vert. Ténacité, je le vois pas. Si, moi, il a bougé. Alors, non, il est en vert, pardon, à droite. Ouais, il est là-bas. Voilà. Ok. La ténacité. J'aime bien cette notion parce que je crois que tous les projets d'innovation sont extrêmement difficiles à mener et demandent humainement des qualités de ténacité fondamentaux qu'on trouve dans la mythologie de l'innovation et dans tous les projets que vous pouvez voir. Il n'y a rien de facile. C'est parce que c'est difficile que personne n'a fait et donc quand on arrive à le faire, c'est qu'on arrive à créer la différence. Donc il faut être très tenace. Ouais, la ténacité. Sloan, tu retiens quel mot, toi? Je rebondirai dessus et culture de l'échec. Culture de l'échec. Apprendre à échouer une fois, deux fois, trois fois. La ténacité, la persévérance pour aboutir à la bonne solution. Alors justement, on va parler de Decathlon International, donc innovation, sport et process. On est tenace, on essaye. Oui, bon, on va lancer d'ailleurs le premier témoignage, oui, parce que j'allais trop vite. On va lancer le jingle de notre premier invité. Allons-y. Et c'est Irvine. Voilà, t'as vu, t'as eu droit à un petit jingle et tout. Hein, t'as vu ça? Irvine, alors, tu as retenu, toi, le mot de ténacité. Tu nous parlais d'échec et de pouvoir recommencer, s'adapter à chaque fois. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, l'innovation, la réflexion, c'est presque dans la genèse de Decathlon. Elle est comment, cette approche, ce rapport à l'innovation chez Decathlon? Alors, Decathlon, peut-être pour contextualiser un petit peu, même si vous connaissez, j'imagine, l'entreprise, donc je ne vais pas la représenter dans sa globalité. Elle a été créée en 1976 par un innovateur à la base, qui avait décidé de mettre tous les sports sous le même toit. À l'époque, c'était révolutionnaire. L'entreprise s'est mise à faire ses premiers vélos dans les années 80 parce qu'un fournisseur ne voulait pas les livrer. Ah ouais? Oui, tout à fait. Et donc, l'entreprise a dû trouver des solutions pour faire ses propres vélos dans les années 80. Et dans les années 90, l'entreprise a commencé à créer ses propres produits dans tous les domaines. Et dans les années 95, ses premières marques passion, donc les marques signées en propre, de produits conçus par Decathlon et vendus chez Decathlon en complément de tout ce qui a été vendu par ailleurs. Donc c'est né d'une contrainte. Alors au départ, effectivement, il y a une contrainte dingue qui nous fait sortir de ce qui existe pour se dire on va le faire nous-mêmes. Alors j'étais pas là à l'époque, donc je dis nous au nom de Decathlon. Et puis l'innovation, pour moi, elle démarre. Alors quand je parle de sport et de produits et de process, elle démarre vraiment avec les marques passion. Dans les années, la première marque c'est Tribord qui a été créée en 96. Sur les sports d'eau à l'époque. Et en fait, à partir du moment où on signe quelque chose, où on dit Tribord signe les sports d'eau de Decathlon, en fait, il faut raconter quelque chose. Et donc, la démarche d'innovation va être directement liée au fait de signer pour dire si on signe, c'est qu'on apporte quelque chose de différent, on en est fier, c'est innovant, donc on va le signer, c'est remarquable.
et ça va résonner de cette façon-là. On avait d'ailleurs l'habitude de dire une marque qui n'innove pas est une marque qui meurt, et c'est assez juste. Si vous regardez un peu les marques que vous avez en tête, les marques qui ne se renouvellent plus, ou qui se laissent dépasser par tout ce qui se passe autour d'elles, finissent par disparaître, tout simplement, et y compris des géants comme Kodak, comme Nokia et comme plein d'autres. Donc il faut être toujours conscient de ça, quelle que soit la taille, et c'est vrai aussi Decathlon. Faut voir arriver, en fait, faut arriver à avoir un œil sur les attentes du moment, mais déjà avec une anticipation de demain sans aller trop vite. Il y a une question de timing aussi. Il y avait ce mot-là d'ailleurs tout à l'heure. Il y avait le timing aussi. Alors moi je vois timing et marché. J'ai vu que le marché a été mis, mais le marché en fait c'est la réalité d'aujourd'hui, et la réalité d'aujourd'hui elle a été faite par des gens qui ont pensé des produits il y a quelques années. Donc c'est le passé en fait. Donc si je regarde le marché tel qu'il existe aujourd'hui pour le consommateur, c'est une partie de la réalité, mais c'est pas la réalité de demain. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de se dire mais ce sera quoi le marché de demain, et se permettre de penser librement de ça. Et c'est là où on va aller commencer à chercher des insights utilisateurs pour comprendre finalement quels pourraient être les besoins, ou utiliser des nouvelles technologies pour essayer de proposer des nouvelles alternatives pour que les solutions soient meilleures. Oui, pour être presque au-delà des attentes finalement du consommateur lui-même, c'est ça. Il faut absolument connaître les attentes et les besoins. C'est pour ça que nous on a organisé par sport, et chaque équipe observe ses utilisateurs et pratique avec, puisqu'on est basé au plus près de nos utilisateurs. Mais c'est à la fois un mélange d'observation et d'interprétation, parce qu'on a dans les signaux des choses conscientes qui nous remontent, des choses que les gens disent, et puis il y a des choses que les gens font mais ne disent pas. Et donc, ça sont plutôt des insights latents. Et les phases de test, je suis en train de penser en l'occurrence à Keep Stadium, par exemple, qui est un des laboratoires où il y a la pratique du sport. C'est hyper cohérent, c'est-à-dire que des chaussures, on peut aller les faire essayer par des enfants qui jouent, par exemple, au football, et avoir leur retour direct, finalement, et déjà de commencer déjà à booster mon innovation, parce qu'à partir du moment où ils l'ont essayé, ils l'ont peut-être adopté, et c'est un peu ça, c'est comme ça. Alors, effectivement, c'est exactement le sens qu'on donne à la proximité de chaque marque de son terrain de jeu. Donc, Keepsta est dans un lieu de pratique du football, du rugby, des sports collectifs en général. On a Quechua qui va être basé dans la vallée de Salanches pour observer les montagnards et faire des produits de randonnée. Et être au plus proche du terrain, ça a deux intérêts. C'est d'une part, effectivement, d'observer des gens tous les jours dans ce qu'ils font, mais aussi de pratiquer soi-même pour éprouver ces produits. Donc les sacs à dos, on les fait avec les utilisateurs quand ils nous remontent leurs besoins. Et ensuite, on va tester nous-mêmes les produits tous les jours pour vérifier que chaque choix qu'on fait est pertinent et judicieux. C'est vrai de tous les objets de conception dans l'absolu. Et en termes d'innovation, c'est encore plus délicat. Parce qu'effectivement, là, on met le pied dans des choses qui n'existent pas. Donc il faut être extrêmement précis dans ce qu'on développe. Alors pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils sont dans l'innovation, ils se disent, ouais, mais pour Decathlon, c'est quand même plus facile de booster, je ne sais pas si ça te parle, ça, pour la virgule, c'est pour booster l'innovation, Decathlon, vous avez vos réseaux de distribution, ils se retrouvent en magasin automatiquement, il est catapulté. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est une chance de Decathlon de disposer d'un réseau de distribution, puisque nous avons 1500 magasins dans le monde, donc c'est sûr que quand on appuie sur le bouton, ça part dans beaucoup de pays, etc. Mais par contre, quand on appuie sur le bouton, il faut avoir la responsabilité de se dire est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'il ne va pas y avoir de problème. Et là, on fait face exactement au même problème que toute personne qui innove, c'est de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on ne va pas trop vite aussi. Le risque de l'échec, mais l'échec sur 2-3 quantités, c'est une chose, sur des millions de quantités, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, il y a une pression liée à la taille qui pose d'autres problématiques qu'on ne rencontre peut-être pas à petite échelle, mais qui sont assez similaires. Non, parce que quand on innove, je pense qu'une des premières choses, peut-être, on se dit que c'est le premier obstacle, c'est le réseau de distribution. C'est de se dire, OK, comment je fais pour séduire les grands comptes, les Decathlon, par exemple, pour venir vous séduire et vous dire, tiens, mon produit est innovant, j'ai envie de le distribuer chez vous. En fait, c'est pas que ça, en fait, c'est pas la seule problématique finalement. Alors c'est clair que pour une start-up qui n'a pas son réseau, c'est une vraie difficulté, et ça demande beaucoup d'énergie, et donc cette énergie-là, on la passe pas à peaufiner son produit, donc c'est une réalité. Pour Decathlon, on a un peu moins le problème, mais bon, en interne, il y a une sacrée exigence aussi sur
le succès des produits. Et donc, c'est extrêmement difficile aussi de faire rentrer dans les gammes des produits d'innovation qui n'ont aucun historique, dont personne ne connaît rien. Et on dit, si, ça va être super, ça va marcher, mais c'est pas si simple. Donc, on est obligé d'imaginer, de pré-tester, de faire des choses à petite échelle pour vérifier si ça fonctionne et pas prendre des risques perdants. En fait, c'est un principe de risque gagnant. C'est de se dire jusqu'où on est prêt à prendre le risque. Et si on perd, est-ce qu'on est prêt à accepter l'échec? Et là, c'est pas toujours 1500 magasins. Quoi. Ouais. Il y a une forme d'acculturation en fait à mettre au sein de l'entreprise des collaborateurs finalement pour ces innovations qu'on met en place. Je pense aux vendeurs très concrètement sur le terrain en fait, qui va être dans les rayons, qui va proposer le produit. Il faut qu'il le connaisse, il faut qu'il y croit, il faut qu'il arrive à avoir cette vision aussi pour le client finalement. C'est ça? Carrément, oui. Il faut qu'on convainc, et on passe beaucoup d'énergie d'ailleurs à se convaincre en interne, non pas de convaincre par obligation, mais par séduction en fait. Et donc on a beaucoup de processus en interne pour essayer de donner envie, de séduire, de dire regardez ça, c'est génial, testez-le vous-même, faites-vous vos convictions. Après, si la personne n'est pas convaincue elle-même, elle ne sera pas bonne vendeuse. Donc voilà, c'est toute une dynamique. Mais par contre, c'est pas un jeu gagnant à tous les coups. Donc il faut prendre des risques, oser. C'est là où la culture d'entreprise intervient. C'est que c'est des réflexes créatifs et de prise de risque mesurés, mais en même temps où il faut que l'audace ait sa place. Donc c'est toujours un calcul assez fin. Les vendeurs dans les magasins jouent un rôle fondamental vis-à-vis des clients, bien sûr, pour leur donner envie, leur montrer. Quand on avait lancé la tente 2 secondes, on avait eu un plan qui était assez simple. On avait donné une tente à chaque vendeur et le samedi, quand il y avait beaucoup de monde dans le magasin, on lançait des tentes en l'air. Et les gens se retournaient et se disaient, c'est quoi ce truc? Et juste ça, c'était un plan marketing, en fait, à lui tout seul. Bon, ça coûte 0, donc c'est juste un peu de temps. Mais là, on a l'exemple typique, la tente en 2 secondes. Est-ce que les utilisateurs, ils l'attendaient, cette tente? Est-ce qu'ils se disaient, une tente qui s'ouvre en 2 secondes? Quand elle était là, c'était une évidence, mais avant ça, tu vois, il y avait déjà des tentes qui se montaient plus ou moins rapidement. Alors, en 2 secondes, c'était l'idéal, mais... Alors, cet exemple, il est iconique. Chez Decathlon, il est très, très connu, mais alors, je pourrais vous dire... raconter la mythologie. La légende raconte. La légende. Mais les gens demandaient plein de choses. Ils demandaient du poids, de la légèreté, la compacité, un truc où on n'a pas de déperlance, qu'il fasse noir la nuit, qu'on n'ait pas trop chaud. Ils demandent plein de choses. Donc quand ils demandent 50 trucs, comment savoir que ce truc-là est plus important que les autres? Ça, c'est pas évident. Et c'est vrai que dans tout ce qu'ils demandaient, il y avait quand même des gens, et on voyait dans les vidéos d'écoute utilisateurs, des gens qui disaient non mais la tente là, les tentes igloo, il me faut une demi-heure pour la monter, moi je veux un truc qui se monte comme ça. Les gens faisaient le geste. Ils faisaient vraiment le geste, je veux un truc qui se monte comme ça. Et là, il n'est pas en train de dire je veux une tente qui se monte en 2 secondes, il est en train de dire ça m'ennuie de monter une tente en une demi-heure, j'aimerais quelque chose qui se monte instantanément. Une fois que vous avez ça, vous n'avez pas fait un millième du chemin. Mais bon, vous le savez. Et d'ailleurs, on l'a su assez longtemps avant que la tente émerge. Puis un jour, ça a croisé un autre truc, et là, on s'est dit, ah tiens, ça c'est peut-être la solution à ce problème-là. Ouais. Et donc là, après, la machine s'engage. Mais c'est vraiment pas une ligne droite, c'est une ligne un peu hasardeuse. Ouais, c'est des terrains escarpés qu'il faut pouvoir... Il y a une forme de résilience aussi, parce que ma prochaine question, c'était comment vous gérez l'échec, la notion d'échec, parce que vous la connaissez aussi. Il y a des produits, j'imagine, qui démarrent et qui ne voient pas le jour, en fait. En fait, c'est un fait. Pour avoir des innovations majeures, il faut des centaines et des milliers de projets. Donc, et vous ne connaissez pas des milliers de projets innovants chez Decathlon. Donc, il y en a une grande majorité qui, malheureusement, ne va pas jusqu'au bout. C'est là où la ténacité devient intéressante. C'est que jusqu'où il faut aller pour qu'on ait une chance d'y arriver. Alors que pour y arriver, il faut échouer plein de fois. Et donc, mais où est le dosage? Là, c'est après à chacun de définir jusqu'où il est prêt à aller. Et quand il faut peut-être s'arrêter aussi et renoncer et passer à autre chose. Alors, on va passer après la parole à Sloan, mais je voulais juste te faire réagir. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'il a raconté qui te parlent, toi qui est dans le lancement d'une innovation, dans un produit innovant, tu nous l'as dit, avec la récupération de matière et de faire des sacs. Tous ces principes-là, de l'attente du consommateur d'être un petit peu au devant, etc., tout ça, ça te parle en fait finalement. Oui, d'autant plus qu'on travaillait chez Decathlon ensemble avec Irvine. Ouais. Et on a choisi de créer cette innovation en dehors de l'entreprise parce que les contraintes de la taille de Decathlon et de son positionnement faisaient que notre innovation pouvait mieux vivre à côté qu'à l'intérieur. Et finalement, on l'a créé avec des moyens beaucoup plus faibles, donc avec de la ténacité, parce que on était vraiment dans l'exploration avec nos petits moyens à nous, mais on préférait faire émerger cette innovation comme ça
Et Irvine connaît bien le sujet, puisque notre premier sac il était fait à partir de kayaks gonflables. Irvine gérait la marque des sports de pagaie à l'époque. Donc, il nous expédiait dans notre petit garage des palettes de kayaks défectueux. Et nous, on innovait dans notre appartement avec, on a appris à coudre pour faire ça. Et voilà, et c'est comme ça que le processus s'est lancé. Donc, ce que tu veux dire, on y reviendra tout à l'heure, mais tu n'as pas voulu en fait rentrer dans le schéma réseau de distribution, etc. C'est ça? On préférait avoir une feuille blanche complète pour innover. Ouais. Eh ben, c'est un bon teaser pour ce dont on parlera tout à l'heure au sujet de la virgule. Et je vous propose un petit bicast à nouveau, un bicast avec une nouvelle question, avec un petit classement des petits arguments qu'on va vous proposer, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, c'est-à-dire à la maison en train d'assister à ce plateau. Voici une nouvelle question, le classement maintenant, un petit classement. Et vous, où en êtes-vous dans votre process d'innovation, vous qui nous regardez? Notez de 0 à 4 le niveau d'engagement de votre entreprise sur ces items. On va vous proposer plusieurs items, 5 en l'occurrence. Le premier, Irvine, que je vais te proposer de commenter d'ailleurs, favoriser l'idéation, les idées, donc mettre en place une veille concurrentielle techno. Ça signifie quoi? Alors, le processus créatif et d'observation du marché, il est fondamental. Donc, l'idéation, c'est bien la créativité, la recherche d'idées. Ouais. Donc ça, évidemment, c'est fondamental en innovation. Si on a peu d'idées, on a moins de chances de trouver des idées intéressantes. Donc, il faut cultiver la créativité. Dans tous les sens, avoir plein d'idées, c'est ça? Voilà, brainstorming et dans tous les métiers, ainsi, parce que souvent, on associe certains métiers à la créativité, puis d'autres font les choses sérieuses. Dans tous les métiers. Moi, parce que même dans les métiers de service, on peut aussi imaginer. Absolument. Un comptable peut être très créatif, un financier peut être créatif, un supplier peut être dans créatif. Dans l'approche, dans l'écosystème. Et après, les études de marché, la veille concurrentielle, oui, c'est important parce que l'innovation, bon, on a cette vision un peu idyllique, romantique du génie qui crée from scratch un truc qui n'existe plus nulle part ailleurs, mais c'est faux, quoi. Il y a des milliards de gens qui réfléchissent à des objets, donc il faut regarder ce que les autres font et puis s'inspirer aussi de ça pour gagner du temps et faire mieux qu'eux, en fait. Sloan, favoriser, donc là c'était l'idéation, le management des idées. Alors je vais vous donner tous les, comme ça vous pourrez faire votre classement, vous qui nous regardez, puis nous on va commenter ici. Le management des idées, le management des ressources et compétences, tester et concevoir au plus près de son marché, évaluer le ROI ou l'amélioration du processus innovation. Vous nous faites un petit classement en notant de 0 à 4. Sur cette partie, Sloan, sur le management des idées, alors on a des idées qui vont dans tous les sens, et après il faut gérer, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut prendre un exemple. Ouais, bien sûr. Dans le groupe Baudelaire, on a un peu plus d'1 an organisé une journée qui s'appelait ID, où tous les collaborateurs, en plus de 500 personnes, ont pu émettre leurs idées, qui allaient de la petite amélioration continue au quotidien à l'ouverture d'un nouveau site ou une technologie de rupture qu'on n'a pas pu mettre en place. Combien de collaborateurs? 900, je crois. 540. 540. On a eu plus de 1000 idées sur une journée. Et tous ces 1000 idées, il faut les classer. Comme disait Irvine, il faut pouvoir mettre les priorités, les efforts à mettre en place, ce que ça peut apporter. On ne peut pas tout mener de front, donc on les a classés, priorisés. Ça demande énormément de ressources. Voilà, ça c'est vraiment un boulot important, le management des idées, voir un petit peu la cohérence, etc. Par rapport aux attentes. Le management des ressources et compétences avec des tests de faisabilité, ça c'est Bastien qui va nous en parler. Peut-être que juste un mot sur ce point. Toutes les questions sont des points en fait importants dans le process d'innovation. C'est juste un classement, c'est-à-dire qu'il faut passer par toutes ces étapes. Oui, exactement. Ouais. Ce point-là est assez clé parce que quand on parle d'innovation, on parle de transformation et donc des hommes qui vont porter cette transformation. Donc l'organisation, la détection des compétences, c'est un point qui est important. Souvent, ce qu'on peut constater chez nos clients, c'est que les groupes qui innovent rapidement vont aller chercher des compétences, c'est-à-dire soit hors de leur mur, soit hors des métiers de base. C'est-à-dire quand on dit le comptable peut avoir une bonne idée, peut porter, peut-être que dans sa vie perso, il a un projet, une passion, quelque chose qui le rend fort pour porter une innovation. Comment on fait pour identifier aussi dans un groupe projet des gens qui ont cette appétence-là et qui vont nous aider à aller plus vite parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller chercher des compétences très élevées ailleurs. Et puis juste un mot sur toujours cette notion de gestion de ressources. On parle de ténacité, de capacité à se tromper une fois, deux fois, trois fois. Ça implique aussi dès le départ, quand on réfléchit sur un projet, à se dire mais au fond combien je suis prêt à perdre aussi. Combien je suis prêt à perdre en budget, parce que dans les ressources on a ça aussi. Combien je suis prêt à perdre pour c'est-à-dire je vais me tromper une fois, deux fois, mais ça va aussi permettre à l'équipe qui va mener ce projet d'avancer en confiance, de connaître son périmètre. Mais ça demande une vraie
une vraie posture forte, une transformation Ce qui peut être compliqué quand on est au lancement, puisque accepter de perdre de l'argent, ça fait partie. Exactement. Le temps, on veut bien le donner. C'est les budgets parfois où ça peut être. Oui, tout à fait. Après, on a deux types. On a l'entreprise plus historique qui veut innover, donc qui rentre dans des process. Ouais. Voilà. Et puis, on a des entreprises comme la Virgule qui, en fait, à un moment, ont une idée et c'est cette idée qui les porte. Donc, le chemin est un peu différent. On a l'exemple, typiquement, là, sur le plateau. On a effectivement la Virgule qui est un projet émergent, un tout nouveau projet. Et puis, on a des philosophies d'entreprise, finalement, pour Decathlon comme pour Baudelaire, qui décident de dédier une part de leurs investissements humains et financiers à une part importante d'innovation, en fait, finalement. Oui, c'est exactement ça. Enfin, le bon terme, c'est effectivement investissement. Un financier pourrait se dire, oh là là, mais on va perdre beaucoup d'argent parce qu'on cherche des trucs, on trouve rien, hein, les fameux trucs qu'on dit de la R&D parfois qui sont injustes. Mais en fait, c'est un investissement. Et comme c'est risqué, il faut se dire jusqu'où je suis prêt à investir à risque. Quel niveau de risque j'accepte. Jusqu'où je suis prêt à perdre. Exactement. C'est ça ? Exactement. Quand vous jouez, je vais prendre une image un peu triviale, mais quand vous jouez au poker, si vous ne prenez pas de risque, vous êtes à peu près sûr de perdre. Donc, pour gagner, il faut risquer. Et si vous risquez, vous pouvez perdre, mais il faut accepter le jeu. Donc, innover, c'est un petit peu être aussi joueur de poker. Aïe, 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 je voulais justement éviter ça. Mais... c'est un peu ça ? J'ai beaucoup de mal à cacher mes émotions. Donc, moi, le poker, je laisse à mes associés, mais je suis l'homme de la production dans la boîte. Ouais, mais cette part de risque, elle est inclue, en fait, dans... Bien sûr, et on en parlait tout à l'heure avec Irvine avant le plateau, le fait d'être sans filet, le fait d'y aller à fond, on se dit, bah, ok, très bien, j'ai quitté Decathlon pour monter cette boîte, pour innover, pour donner une seconde vie à des déchets. Et bah, si je me bouge pas, si je vais pas à fond, si je donne pas tout, et que si je prends pas de risque, et bah, le pari, dans tous les cas, il sera pas gagnant, j'aurais rien fait. Je vais te proposer de commenter les deux suivants, c'est tester et concevoir au plus près de son marché. Là, quand tu récupères des nouvelles matières et que tu testes au plus près de ton marché, des sacs, a priori, tout le monde en a besoin. Est-ce qu'ils attendaient justement ça ? Des sacs, tout le monde en a besoin, tout le monde en fait. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Bien sûr. Et Irvine en parlait. Ils sont à Salanches, Decathlon est à Salanches, près des montagnards pour faire les sacs à dos. On n'a pas cette chance. Enfin, on est à Lille, alors on est près des citadins. La chance d'être à on Lille. a beaucoup de chance d'être à Lille. On a beaucoup de chance d'être à Lille aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'être proche des gens qui utilisent nos produits. C'est aussi très intéressant d'emmener dans le process d'innovation des gens qui y connaissent rien, qui ont des compétences complètement différentes. Et c'est peut-être avec eux, c'est peut-être ce mélange des deux qui va faire qu'on est proche du besoin et qu'on apporte quelque chose de différent. Des gens qui ne seraient pas concernés par ton innovation, en fait, par ton sac, par exemple, en l'occurrence. Peut-être. Qui pourraient avoir un avis complètement à l'opposé, en fait, finalement, de l'utilisateur. Voilà, et qui vont me sortir une contrainte ou un truc auquel on n'a jamais pensé avec des groupes d'utilisateurs qui pratiquent déjà ce qu'on fait. Moi, ça me fait penser que peut-être les gens qui partent en rando, ils n'ont peut-être pas forcément l'attente. C'est pas eux qui ont réclamé l'attente en 2 secondes, en fait. C'était peut-être pas ceux qui l'attendaient le plus, finalement. Non, effectivement, parce que les gens en rando cherchaient de la compacité. Bah voilà. Ils voulaient que ça rentre dans le sac à dos. Donc, quand ils ont vu la grosse galette arriver, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est justement celui qui connaissait rien, peut-être autant. C'est ce qu'on appelle, ça c'est très Océan Bleu, c'est une approche qui est très très connue dans le monde de l'innovation. Et Océan Bleu dit qu'on sort de son champ d'utilisateur pour aller vers des non-utilisateurs actuels. Donc, on touche d'autres personnes qui ont d'autres besoins, en fait. Ouais, mais il faut être vigilant, être à l'écoute des bons arguments, ça c'est pas facile. Évaluer le ROI, donc l'amélioration, le roi, c'est ça ? L'amélioration du processus innovation, c'est quoi ça ? Alors nous, le projet a 3 ans, Sloan, Irvine, Bastien le connaissent, l'entreprise a 1 an. Donc mesurer notre ROI, aujourd'hui on n'est pas les mieux placés, mais pour le faire avec beaucoup de recul, mais c'est sûr que c'est nécessaire, et je pense qu'une entreprise qui le fait pas et qui mesure pas les bons indicateurs, notamment le ROI, et ben elle va C'est quoi cet indicateur du ROI ? Rappelle-le-nous. Bah c'est mesurer la valeur qu'on a créée par rapport à ce qu'on a dépensé. C'est le ratio, c'est un ratio voilà. Qui nous permet de savoir, ok, j'ai dédié autant de temps, autant d'argent, et potentiellement c'est ça ? Voilà. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Moi, je peux ajouter un petit point là-dessus, mais c'est vrai que le retour sur investissement, il y a beaucoup de projets souvent qui se posent la question de combien je vais gagner à la fin du projet. Oui. Alors, à la fin, déjà, c'est variable. Mais en fait, la question pour moi, c'est pas exactement celle-là. La question, c'est plutôt quel est le potentiel du projet. Et c'est un petit peu différent, mais s'il y a un énorme potentiel, on peut se dire, bon, bah tiens, ça vaut le coup de prendre un risque, et puis on va essayer de prendre le maximum du potentiel. Par contre, si vous prenez énormément de risques sur quelque chose qui a peu de potentiel, bon, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Ouais.
On va regarder, tiens, justement, ce petit classement que vous nous avez proposé. On a pris du temps pour le commenter et c'est très bien comme ça. On va regarder le résultat, le petit classement que vous nous avez fait et vous nous dites si ça correspond. Alors, on a 4 sur 6 sur l'amélioration du processus d'innovation. Donc, il arrive en dernière position. Donc, c'est sur le fameux retour sur investissement. Favoriser l'idéation, donc mettre en place une veille concurrentielle techno, c'est les fameuses idées qui vont un peu dans tous les sens. Ça arrive oui, juste après, donc avec 3 sur 4. On va regarder les différentes. Voilà. On est en train de me dire en régie que c'est une note qui a été attribuée. Donc 3,5 sur le management des idées, gérer la sélection des idées pour en faire des projets. Le management des ressources et compétences, savoir qui fait quoi, se mettre en mode projet et mettre du budget. Donc, pour les gens qui nous regardent, en tout cas, la part de donner du temps, attribuer un budget et de l'investissement, finalement, c'est une part importante. C'est pour l'instant l'item qui aura le plus une meilleure note, et je crois qu'il y en a un dernier. Test de faisabilité avec la recherche de techno, le prototypage et le fameux POC qui arrive et qui a donc 4 sur 6 pour le coup. Un petit commentaire sur c'est pas vraiment un classement, hein, c'est des notes qui ont été attribuées. Hein. J'ai dit que ça allait être un classement, mais non, ce sont des notes. Disons que sur le point des méthodes, là où qui était assez bien évalué, en fait, c'est assez facile d'imaginer qu'on peut transposer ce qu'on fait sur du développement classique sur l'innovation. Ouais. Dire on va mettre de la gestion de projet, un rétro-planning, etc. Des investissements, et puis à la fin. Mais je pense qu'il y a il y a plein de pièges en fait dans cette transposition. Il faut faire super gaffe à ça. Et ça joue sur des toutes petites nuances. Par exemple, dans les deux cas, il faut un planning. Dans un cas, c'est un rétro-planning. Dans l'autre cas, c'est un planning. Ça a l'air d'être la même chose, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Et le mental des groupes de travail doit être. Faut vraiment faire attention à chaque point pour pas imaginer que il suffit de décider d'innover, de répliquer le process, de dire je trace la ligne droite et puis je serai arrivé, c'est gagné. Donc ça vaut le coup d'interpréter bien ce qu'on essaie de ramener sur ce champ d'innovation. Vous voulez commenter un petit peu ce que vous avez vu ou pas? Parce que j'ai une question là, juste après. Combien de projets soumis et combien de projets retenus par an chez Decathlon? 1 million. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il y a 40 000 référents chez Decathlon, donc 40 000. Ouais. Et on renouvelle ses produits régulièrement, donc c'est des milliers de projets, d'idées brassées tous les ans dans toutes les entités. Combien on en retient ça dépend de quoi on parle. Moi, sur l'innovation, je peux vous dire que ça se compte plutôt en centaines. En fait, c'est des centaines de projets qu'on brasse chaque année. Une centaine de projets et combien du coup sont retenus? En fait, il n'y a pas vraiment de retenu ou pas retenu. C'est plutôt le but, c'est d'aboutir. Donc, moi, j'utilise souvent l'image de dire, en gros, pour 1000 idées, vous avez 100 projets. Pour 100 projets, vous avez ou 100 concepts. 100 concepts, 10 projets. Pour les 10 projets, il y en a un qui va aboutir. C'est ce ratio-là, en fait. Et plus vous aurez d'idées, plus le projet, à la fin, a une chance d'être exceptionnel. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, vous faites moins d'idées, mais bon, votre projet sera moins bon. Donc, c'est un ratio qui est difficile à évaluer, en fait. Oui, parce qu'après, il y a des projets qui vont venir s'entrecroiser aussi ou absolument. Ouais, oui, encore une fois, c'est pas. Alors, il y a un truc, moi, contre lequel je me bats, c'est la notion de bonne idée, quoi. De se dire, faut trouver c'est ça. Le coup du Eureka, j'ai trouvé l'idée, il n'y a plus qu'à. En fait, c'est faux. Hein. Il faut absolument pas chercher la bonne idée. C'est des idées, elles s'enrichissent, elles se bonifient, elles se croisent, elles s'hybrident, elles se transforment tout au long du sujet. Donc, il faut pas se dire, je cherche une idée, je la fais. C'est un processus permanent, en fait. Ça, c'est plutôt rassurant pour ceux qui veulent innover, qui sont peut-être à se dire, j'ai un truc, dont j'arrive à transposer son usage, son utilisation, j'arrive à voir quelle va être son utilité. Pour autant, j'arrive pas à dire, c'est cette idée-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on peut se dire qu'en fait, ça peut être sur un ensemble, un parcours qui va aussi en maturation au fur et à mesure, en fait. Ouais, alors je sais pas si ça peut rassurer, mais moi j'ai vu des idées excellentes devenir nulles et des idées nulles devenir excellentes. Donc ça marche dans les deux sens. Le début d'un truc, peut-être que tu vas pouvoir nous témoigner de ça justement par rapport à ton approche. Le début d'une idée qui arrive comme ça un peu, qui a l'air un peu bancal, mais qui a l'air d'être un truc qui peut avoir une petite utilité à l'usage et puis qui au fur et à mesure prend une espèce d'ampleur en fait au fur et à mesure, Sloan.
Chez Baudelaire, donc l'innovation, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Hein, ça a un peu plus d'1 an. On était plutôt sur la gestion de projet classique, comme l'expliquait Erwin. Et depuis 1 an, on développe un chantier stratégique pour le groupe qui s'appelle l'innovation. Et on avait besoin de s'acculturer. Donc on est sorti de nos murs, justement. On est allé à Garage, au centre de commerce et d'innovation, à Lille. Vous avez créé Big Green. On a écrit Big Green en 2019. Voilà. On se lance dans l'innovation, mais on avait besoin de se confronter à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Donc on cherchait l'agilité et le réseau, comme l'expliquait tout à l'heure Bastien, pour trouver des nouvelles idées, pour développer et valoriser ces déchets qui deviennent des ressources. En fait, le truc, c'est que chez Baudelaire, vous aviez toutes les ressources, c'est ça, hein, vous aviez, la matière était là, tout était à votre portée, et l'idée, c'était de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, on crée une entité qui vient en consultation, finalement, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces matières premières, en fait. Changer les habitudes, oui. C'est ces déchets qui deviennent des matières premières. Oui. On change le logiciel, en fait. On change le logiciel, le mindset, on essaie d'oublier ce qu'on sait faire et voir ce qu'on peut faire demain. Mais on a besoin de se confronter à de nouvelles idées, à de nouvelles personnes, nouvelles façons de faire, nouvelles façons de penser. Et ça s'est articulé comment alors? Avec les collaborateurs, avec le garage, ça s'est articulé comment tout ça? Alors avec les collaborateurs, c'est pas encore terminé parce qu'on a un grand chantier d'acculturation. Ouais. Au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, ouais. Mais aussi avec nos clients, ouais. qui sont nos industriels. Donc on est venu voir Garage, rencontrer Garage, toute une rencontre en fait, avec les équipes de Garage, penser différemment, sortir des murs du siège social et aller à la rencontre de jeunes entreprises qui pensent complètement différemment et qui ont une agilité qu'on a peur. Parce qu'on est peut-être un petit groupe par rapport à Decathlon, mais on commence à avoir une certaine inertie dans les processus. Pour l'image, c'est comme un paquebot en fait. C'est ça. On a plus de mal à faire changer de cap à un grand paquebot qu'à un petit navire, enfin qu'à un petit bateau, quoi, en fait. Tout à fait. Alors, une des premières, Bastien pourra en parler, une des premières étapes dans notre processus, c'était d'imaginer un appel à projet qui était assez innovant pour le groupe. On l'a fait en très peu de temps, d'ailleurs, avec les équipes Garage. Donc, lancer un appel à projet. Un appel à projet innovation start-up autour de plusieurs thématiques comme la protection du climat, le recyclage, l'upcycling ou les solutions digitales, toujours au service de la valorisation des déchets. Ok. La solution digitale, moi j'ai du mal à l'imaginer du coup, par rapport à des déchets, ça passe par quoi? Ça peut passer par quoi? Ça passait par la start-up Lixo, une start-up parisienne qui gère la reconnaissance de déchets par de l'image et l'intelligence artificielle. Donc on a lancé un projet avec eux pour essayer de trier les déchets au mieux, plus facilement. Ok, donc c'est plutôt comment la technologie elle peut venir servir vos process en fait. C'est ça, servir, oui. Elle vient servir vos process. Du coup, c'était quoi parce pour le coup, on avait du mal à imaginer parler d'innovation quand on fait de la collecte de déchets, du tri. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la part d'innovation en fait finalement dans le processus? Tu me disais, il y a une part d'acculturation. C'est quoi la vision en fait? Alors, ça part d'une première vision qui est de valoriser plus, enfouir moins de déchets, valoriser plus, en faire des ressources. Faire quelque chose avec cette matière. Voilà. Et c'est rencontrer notamment la virgule pour faire des sacs. Notamment, on travaille avec la virgule sur la confection de 500 sacs à partir de nos propres déchets qu'on collecte sur différents sites, notamment de vieux canaux de sauvetage qui sont réformés ou des ceintures sécurité sur les véhicules usagés, des housses de sièges de train, etc. Mais du coup, ça implique aussi, dans cette acculturation, c'est que même pour les gens qui font la collecte au quotidien, c'est d'apprendre à regarder finalement ce qu'on collecte différemment. C'est ça? Oui, tout à fait. Collecter, trier, ne pas mélanger. Surtout chez nos clients. On pense que l'ensemble des déchets sont bien séparés. Et en fait, c'est pas le cas. Et si on a un qui, en collectant, il se dit ce truc-là, je sais pas pourquoi on le brûle ou je sais pas, pourquoi on ferait pas ça? Ça arrive, ça, des fois? Oui, tu vois, que ça vienne justement des gens qui collectent, qui sont justement plus en alerte et qui regardent un peu les choses différemment et qui se disent je peux peut-être faire quelque chose avec cette matière, moi. Et avant de recycler, c'est de réemployer, tout à fait. Ouais, voilà. Vraiment, comme tu le disais, un rouleau, une chute de prod, c'est une ressource pour un autre produit. C'est quoi les freins que tu rencontres à cette innovation au sein de Baudelaire? C'est les habitudes, on a toujours fait comme ça. La peur du changement, mais c'est l'acculturation, ça viendra. Ouais. Et on a imaginé du coup des moments privilégiés peut-être avec les startups avec lesquelles on travaille pour acculturer nos managers et pour diffuser cette culture innovation au sein du groupe jusqu'aux collaborateurs. Donc c'est ces startups qui viennent en immersion en fait, c'est ça? On les fera venir en immersion et au sein du groupe
renouveler les appels à projets, communiquer, créer un lab innovation qu'on avait matérialisé à Garage pour les startups qui nous accompagnent. On créera certainement un lab innovation au sein de notre écoparc Valoparc à Blaringuel, à côté de notre siège social. On a un écoparc de 300 hectares dédié à la valorisation des déchets, hein, donc une vraie synergie éco-industrielle. Donc, on peut dire que c'est les balbutiements, là, pour vous? Oui, c'est le début de l'histoire, c'est le lancement de l'histoire. C'est le début de l'histoire qui s'écrit. Ouais, et c'est passionnant, parce qu'on a vraiment une feuille blanche également de la part de nos dirigeants. Tout est à faire. Et puis, il y a nos enjeux climatiques aussi. Et du coup, vous êtes un des acteurs, finalement, aussi. Donc, un des éléments importants pour cet enjeu, en fait, finalement. Tout à fait. Alors, on valorise les déchets, mais ce qui n'est pas valorisable, bon, on va l'enfouir ou l'incinérer. Nous, on a la solution de l'enfouissement. Mais cet enfouissement produit malgré tout un biogaz. Il se dégrade, donc il produit le biogaz. Et on valorise ce biogaz en énergie, que ce soit en électricité ou en biométhane qu'on réinjecte sur le gaz de ville grâce à des technologies de start-up également. Alors, tu nous l'as un peu dit avec le garage. Comment tu travailles avec justement ces réseaux d'accompagnement public aussi, avec Hauts-de-France Innovation, dans tous ces process? Comment ça se passe? C'est une rencontre avant tout, parce qu'on ne connaît pas ce monde. Hein. On rencontre HDI. C'est une nouvelle approche pour vous. Une nouvelle approche. C'est la rencontre des réseaux. On a un point quotidien avec les équipes garage qui nous rencontrent. Les gens de chez Decathlon également, les gens du privé également. On était la semaine dernière au CIC Business Awards pour un peu regarder ce qui se fait dans le monde privé. Donc c'est une vraie rencontre, un apprentissage au quotidien. C'est ça, c'est un éveil en fait. Oui. On s'éveille, on regarde un petit peu ce qui se passe autour, les réseaux qui existent, et on se met en connexion pour essayer de faire émerger des choses. Oui, et s'inspirer de cette agilité, de ces idées, de cette façon de penser. Et essayer de changer le mindset, d'emporter le groupe. Ouais, c'est ça, il faut emporter tous les collaborateurs aussi. Ça, j'imagine qu'à Irvine, ce sont des choses qui te parlent, ça aussi. Oui, emmener les équipes. Oui, bien sûr. Mais moi, j'adore ce sujet. Je trouve que c'est extraordinaire de voir le déchet comme une ressource, quelque chose qui a énormément de valeur. Et je pense qu'il y a des millions de choses à imaginer dans ce domaine-là. On a quelques beaux exemples ici. Ouais, on y reviendra. On a beaucoup teasé sur la virgule. On va y venir dans quelques secondes. On t'attend. Justement, on va parler du garage. Bastien va parler un petit peu de cette collaboration, de cet éveil que tu permets d'une certaine manière à Big Green aussi, en mettant en connexion. C'est un peu ça le boulot. C'est plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus qu'un incubateur. C'est ça aussi le travail du garage. C'est un peu où tout peut se passer en fait. C'est exactement ça. C'est un lieu, c'est un écosystème vivant. Alors c'est un théâtre qui va permettre l'innovation. Comment on fait ça en fait à Garage? À Garage, il y a à la base un siège d'entreprise nouvelle génération. D'ailleurs, petite parenthèse, un siège d'entreprise qui vit quasi 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas de vivre quand les collaborateurs ou les travailleurs vont quitter le lieu. Parce que c'est un lieu qui reste public, où il se passe des choses. L'écosystème est composé de 4 activités. Une activité bureau, par exemple, Bodley Big Green rejoint cette activité bureau. Ils viennent pour entreprendre, pour innover. Donc je peux installer mon siège. Je peux installer mon siège pour innover. Je peux excuber une équipe qui va venir travailler sur un projet hors des murs, effectivement, puis qui va me permettre de rencontrer aussi, et c'est le job de Garage, rencontrer des startups ou non, pas que des startups, mais des entreprises qui vont me permettre, ou des gens qui vont me permettre de m'ouvrir sur différents sujets ou innovations. Ensuite, on a une partie atelier. Je peux aller à l'atelier pour concrétiser une idée. Alors, on ne va pas lancer des séries, c'est pas ça l'objectif, c'est d'un moment de rendre concret une idée. Et puis une partie magasin où, et on en parlait tout à l'heure avec la force de frappe que peut avoir Decathlon, c'est-à-dire effectivement, quand on peut appuyer sur le bouton, on peut se retrouver dans beaucoup de magasins. Il y a pas mal d'entreprises qui ne peuvent pas le faire aussitôt, on va dire. Et bien nous, on a un magasin où les entreprises peuvent venir vendre ce qu'elles ne vendent pas encore. C'est-à-dire un habitant de garage, quelqu'un qui vient, Bodley, la virgule, peut tester, peut utiliser le magasin pour justement gagner du temps. C'est-à-dire avoir une idée le lundi et la mettre en magasin le samedi pour peut-être vite se tromper, vite corriger et vite la lancer. Donc c'est à mi-chemin entre une ruche d'entreprise, où il y aurait des entreprises qui siègent, un laboratoire et un lieu public aussi où les gens peuvent entrer, prendre un café, se restaurer. Et c'est ça? C'est ça, sur un modèle, mais Decathlon est très fort pour ça, c'est-à-dire à un moment de faire passer des caddies au milieu des gens qui ont des idées. C'est ce qui se passe dans beaucoup de lieux. Voilà, c'est ce qu'on a fait à Garage. C'est-à-dire on permet aux caddies, des gens qui vont acheter dans le magasin, de rencontrer la virgule, de rencontrer Bodley, enfin voilà, de vivre tout ça dans cet écosystème.
d'essayer de rendre l'innovation populaire, au fond. Puisque c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui. Comment vous avez travaillé avec Baudelaire, justement, comment vous les avez accompagnés? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est une forme d'éveil en se disant, OK, on a de la matière première, on a des trucs, on a envie de faire des choses, on a envie d'acculturer notre boîte aussi, à la faire avancer dans ces préoccupations-là, dans ces questions-là, et aussi de l'innovation. Comment vous les avez accompagnés pour leur proposer des projets Alors, il y a eu cet appel à projet. Comment ça s'est passé? Alors, il y a effectivement cet appel à projet, mais c'est avant tout, avec les équipes Baudelaire, de définir le cadre, c'est-à-dire quel type d'innovation, quelle transformation ils aimeraient à un moment intégrer intégrer. Et puis après, c'est un travail. En fait, c'est pas Garage qui fait cela, c'est-à-dire que c'est vraiment une équipe. On crée une équipe avec Sloan, avec Big Green, pour identifier des projets. L'appel à projet, c'était un sujet qui a permis d'identifier un certain nombre de startups, de gagner du temps et de créer des rencontres entre Baudelaire et des startups. Et ensuite, elles créent de la valeur ensemble. Mais il y a d'autres sujets et d'autres actions qu'on peut mener, des rencontres plus directes en magasin, par exemple, ou à un moment des problématiques qui sont remontées, c'est-à-dire des problématiques. Je suis une entreprise, j'ai tous les jours quasi des sujets de déchets. Et il se trouve que des entreprises qui passent par Garage, il y en a beaucoup. Récupérons ces problématiques, on les transmet à Big Green, et puis Big Green, avec son expertise, sa qualité, ses moyens, peut se mettre sur le sujet et le traiter. Et si tu n'as pas la solution en interne, tu vas chercher? On va chercher. Alors, il y a, pour ceux qui connaissent Garage, c'est donc Boulevard Carnot à Lille, c'est une façade qui fait un ancien garage. Ouais. Tout à l'heure, Benoît parlait de ce qu'il faisait dans un garage au début, et c'est souvent ça l'histoire des startups. Ouais. Mais la façade, c'est une façade qui fait 35 mètres et elle s'ouvre complètement. Sur la rue, c'est exactement ça, c'est-à-dire Garage, c'est un lieu ouvert. Donc voilà, on va chercher privé, public, dans le milieu éducatif, voilà, on est un lieu ouvert artistique également, et c'est ça notre job en fait. On décloisonne. On décloisonne, exactement. On décloisonne les entreprises qui réfléchissent de l'autre côté, les consommateurs qui consomment de leur côté, les startups qui innovent de leur côté, et on met tout ça dans un mixeur. On dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a des croisements, j'imagine, dans des activités inattendues, ça doit arriver. Ça. Complètement. Mais en fait, ce sont souvent des problématiques. Si je prends le dernier kilomètre. En fait, ça concerne tellement de monde. Il y a tellement de monde qui ont eu des bonnes idées sur le sujet dans beaucoup de secteurs. Donc, à un moment, ça vaut le coup de se mettre autour de la table et de mutualiser. Dans les mots-clés, tout à l'heure, on avait mutualisé. Et c'est un élément fort, en tout cas au début du projet, que de mutualiser les ressources, les questionnements, les problématiques, les réflexions. Et effectivement, c'est à nous d'aller piocher dans ces différentes entreprises qui sont à Garage. Oui, pour des entreprises peut-être un peu plus historiques qui ont peut-être une inertie, comme tu disais tout à l'heure, c'est de leur apprendre finalement à changer le logiciel et à travailler plus sous forme d'écosystème. C'est ça? Oui, il y a de ça. Après, je pense que les entreprises, au fond, les startups d'il y a 50 ans et les startups d'aujourd'hui, elles ont quoi de différent finalement? Au fond, elles ont un temps d'avance ou un temps d'écart, ou je sais pas, mais en tout cas, dans les entreprises historiques, il y a plein de monde qui innovent et qui sont capables d'innover, et il y a des moyens, il y a de l'expertise. Donc, le job aussi de Garage, c'est de pas opposer. C'est-à-dire que la virgule a tout intérêt à travailler avec Baudelaire, et Baudelaire avec la virgule, voilà, à créer des choses ensemble, à se regarder au fond avec des expertises et des histoires différentes, mais les deux vont accélérer leur développement grâce à ça. En fait, on ouvre un champ des possibles en faisant que du coup la virgule qui aurait peut-être jamais rencontré Baudelaire le rencontre, sache finalement les problématiques auxquelles il doit faire face, il veut faire face, puisse cette force de proposition peut-être parfois sur des choses, et que lui sur ses matières premières par exemple, il puisse être sa ressource en fait. Oui. Et c'est possible parce qu'aussi, pour parler côté entreprise historique, ça marche parce que ce que fait, on prend la virgule, mais il y en a également d'autres, c'est parce qu'à un moment, ça va faire écho dans l'entreprise historique. Sinon, ça peut pas marcher. Donc, ça fonctionne là parce que ça fait écho aussi côté Baudelaire, tous ces sujets. Moi, je suis en train d'essayer de me mettre à la place de celles et ceux qui nous regardent, qui sont peut-être avec nous ici à la chaufferie, qui ont peut-être une petite idée, qui ont peut-être ce dernier kilomètre à traverser. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on vous fera tout à l'heure un petit tour de table sur les conseils de nos experts, enfin de nos témoins en tout cas, de pousser la porte déjà d'endroits comme Hauts-de-France Innovation ou du Garage, parce que les interconnexions existent. Bien sûr. De s'apercevoir qu'il y a plein de connexions qui vont se créer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis de pas avoir peur de mutualiser. Vraiment, c'est important. On avance
beaucoup mieux, beaucoup plus vite à plusieurs entreprises ou plusieurs personnes. C'est assez pragmatique et assez simple, mais c'est encore une réalité. Ouais, parce que quand on innove et qu'on veut s'adresser à un utilisateur final, il y a des étapes par lesquelles on peut passer avec des collaborations, un écosystème justement qu'on va créer et qui vont nous permettre de traverser plus vite finalement, Exactement. que ce soit des institutionnels ou autres, pour faire ce fameux dernier kilomètre. Alors je termine là-dessus parce qu'il y a peut-être dans ceux qui nous regardent, si j'ai pas les moyens de m'installer au garage, comment je fais? Si j'ai pas les moyens, je démarre, comment je fais? Si on n'a pas les moyens, je pense que on peut quand même passer la porte pour discuter, parce que en fait, il y a un c'est un peu le sujet de l'innovation. C'est l'investissement qu'on va donner, la valeur qu'on va créer. C'est-à-dire que notre job, c'est qu'en venant à Garage, ça crée de la valeur et pas ça coûte, en fait. Et donc, nous, on a envie de créer de la valeur avec nos habitants. Donc, c'est ça, en fait. Si on a envie de créer de la valeur, on passe la porte. Et c'est plutôt ça, la manière dont on aborde les choses, les habitants, les entreprises et les sujets. Donc, poussez la porte et n'hésitez pas. En plus, elle est souvent grande ouverte, donc vous pouvez le faire. Et la virgule, tu les connais bien. Bon, on se connaît bien maintenant. La virgule, c'est assez drôle. Ils sont arrivés par le magasin. Donc c'est encore un chemin autre. Ils sont passés par le magasin et la rencontre c'est faite à ce moment-là, ou juste, quasi dans ce timing. Donc par le magasin, parce que tu y allais exposer des produits que tu avais créés, c'est ça? Parce qu'on avait besoin de vendre et qu'on avait besoin d'un lieu de vente. Donc c'était canon de pouvoir tester. Bah ouais. Et on a pu mettre un bateau dans le magasin pour essayer. Je pense que tous les magasins l'auraient pas fait. Et on avait besoin de bureaux. Et là aussi, Baudelaire nous a accompagnés parce qu'au début, on n'avait pas les moyens aussi. Il y a vraiment cette question. Et du coup, Baudelaire, qui porte l'innovation, nous a accompagnés vers Garage pour qu'on puisse profiter du réseau. Et on pourra en reparler. Il y a beaucoup d'exemples du réseau qui a bien fonctionné à Garage. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de la virgule. Donc, c'était une start-up, c'est-à-dire tu as eu cette idée dont tu nous as parlé, de recycler des matières. C'est ça? Ouais, nous, on aime bien même parler de TPE ou de PME. On n'est pas une start-up parce qu'on ne fera pas une levée de fonds d'1 milliard. D'accord. Et voilà. Et si tu pouvais faire une levée de fonds d'1 milliard? Pourquoi pas, mais on est dans l'économie vraiment très concrète. Ouais, bien sûr. Des gens qui font des sacs à dos, on n'est pas les premiers. Ouais, tout à fait. Par contre, aller chercher justement du déchet pour créer du sac à dos technique, local, qui répond à un vrai besoin. Ouais. Et ça, c'est le passage chez Decathlon qui a été une super école de confection et de conception qui le permet. C'est la collaboration avec Baudelaire sur aller chercher des déchets que nous, on n'est pas capable de capter tout seul. Je pense à des gilets de sauvetage, à des ceintures de sécurité, à plein de types de déchets, et aussi sur leur démantèlement. Et ça, nous tout seuls, c'est pas toujours facile. On est 5 d'imaginer tous les process pour découper, laver tout ce qu'on récupère. Donc là, l'expérience d'un groupe de 500 personnes qui travaillent historiquement du déchet, c'est intéressant. Et après, notre présence à Garage, avec tout ce réseau, tous ces gens qui passent, fait aussi qu'on a rencontré nos concurrents directs, ce qui, je pense, arrive rarement, mais vraiment 2 concurrents directs qui font de la bagagerie upcyclée. Et finalement, on s'est retrouvé une après-midi complète à discuter ensemble. Ouais, et c'est d'apprendre à se regarder différemment, pas juste comme des concurrents. Ouais, et ça a été extrêmement riche. C'est quoi la relation qu'on a du coup avec nos concurrents quand on se rencontre au sein du Garage? C'est d'abord un peu de méfiance. Ouais, ça c'est logique. Ouais. Et puis après, quand ces barrières elles ont sauté, parce que Garage est aussi un tiers de confiance. Je sais pas comment tu le ressens, mais nous on le ressent comme ça aussi. Je pense que les boîtes qui viennent nous voir à Garage, oui, on est installé là, les gens nous connaissent, ils sont aussi un peu garants de notre sérieux au quotidien d'une certaine manière. Et tout ça, ça nous aide à passer des étapes, quoi. Ouais. C'est quoi les freins que tu avais, que tu as peut-être encore aujourd'hui, que tu rencontres? Il y en a. Et que du coup, tu as peut-être pu lever au Garage ou que tu lèves au fur et à mesure. Les freins, je pense qu'on ne les lève pas tous d'un coup. Et si on s'arrête aux freins, à se dire, il y a encore tout ça à faire, autant abandonner tout de suite. Donc, le truc, c'est il y a des freins, lesquels tu rencontres, lesquels tu lèves. Comment tu vois les choses? Ouais, pour être plus optimiste. Ouais, tout à fait. Non, mais carrément. Il y a plein de matières que nous, on sait dont on peut faire quelque chose, mais on n'arrive pas à les démanteler. Donc, il y a d'innovation à créer. C'est un vrai frein d'innovation sur le démantèlement du déchet. Et ça, c'est énorme. Je pense que tous autour de la table, on le voit au quotidien. Grosse innovation de ce côté-là. Et nous… démantèlement, c'est-à-dire on récupère, il faut démanteler, c'est ça? Ouais. Pour pouvoir avoir une matière première, en fait, c'est ça? Exactement. Qu'on peut réutiliser. Et compétitive. Parce que c'est aussi là la question. Ouais. C'est comment on récupère… on va prendre l'exemple des Zodiacs. On a plein de Zodiacs, des bateaux semi-rigides qui arrivent en fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plein de matières différentes. Nous, la matière,
elles nous intéressent, des flotteurs, mais c'est extrêmement long à découper, c'est extrêmement compliqué. Qui peut le faire? On n'a pas encore trouvé la solution. C'est un sujet de fond sur lequel on travaille avec Baudelaire. Mais on va trouver le système pour le découper. On pourrait le faire à la main avec des gros ciseaux ou un cutter. Mais ça prend tellement de temps que le mètre carré à nous de matière, on fait un sac qui vaut 400 ou 500 €, ce qui n'est pas du tout notre marché. C'est pas cohérent. Et donc, du coup, il faut arriver à être compétitif aussi là-dessus. Exactement. Donc, il faut innover. Il faut, je pense à des tentes. On récupère plein de tentes chez Decathlon. Aujourd'hui, tout est découpé à la main. Et du coup, ça nous coûte cher. Plus cher que si on achetait la même matière neuve en Chine. Donc, c'est ce qui est quand même une aberration. Mais demain, comment on innove justement pour faire sauter ces freins et être compétitif? Les prix, innovation, etc. Tu as reçu ce genre de prix déjà? On a été lauréat de l'appel à projet Baudelaire, donc avec une belle dotation et puis une commande de 500 pièces qui nous permet aussi d'innover sur, OK, ils voulaient un sac pour les EPI des collaborateurs Baudelaire. Et comment on le fait? On va récupérer des matières Baudelaire. Ils nous laissent un peu plus de temps que d'habitude. Ça nous permet d'innover. Donc, c'est bien d'avoir un peu des grands frères qui nous font confiance. C'est ça la relation du coup que tu as avec Baudelaire, c'est ça? Ouais, avec Sloan, on se voit tous les jours. C'est joli ce que tu viens de dire, c'est bien. On est dans un monde de business idéal. La virgule, c'est le lauréat effectivement de notre appel à projet sur la partie upcycling. Alors, un des prix, il y avait un prix numéraire, mais il y avait également une commande de 500 sacs à la clé pour nos clients et nos salariés pour ranger les EPI à partir de ressources, un petit peu les canaux ou nos vieux EPI. Mais on réfléchit aussi par la suite à de nouveaux produits qu'on pourrait commercialiser par la suite, parce qu'on a aussi une quincaillerie moderne et un site internet pour vendre du matériel professionnel. Donc ça, c'est aussi une manière, parce que notre thématique, c'est comment booster votre innovation. Donc, on voit qu'il y a la part d'innovation avec les process, etc., pour mettre en place. Mais après, il faut d'une certaine manière mettre mon innovation et qu'elle sorte de son petit coin comme ça, caché, de test, etc. Comment on fait après? Alors, j'imagine que tu vas peut-être pas voir me donner une réponse. Non, mais c'est vrai. Mais c'est quoi les étapes pour après essayer de catapulter le truc par la suite? Nous, notre exemple sur un marché très concurrentiel, c'est les partenariats. On s'adresse à des marchés très particuliers. Quand on vise une masse trop grande de monde, on est invisible. Quand on va chercher des communautés très précises où on répond à un vrai besoin, là, ça devient intéressant. Et nous, comment on le fait? Comment on trouve la légitimité? C'est une collaboration sur une sacoche de vélo de cadre avec Decathlon, avec Triban. Et c'est aussi, encore une fois, le réseau garage qui a joué. Quand on est arrivé je vais raconter l'histoire rapidement. Quand on est arrivé en magasin, le thème, c'était rougir. Donc nous, on met un Zodiac rouge, on met nos produits dedans. Garage nous dit, invitez une marque, celle que vous voulez. On appelle Zag à Chamonix, qui est une marque de ski de randonnée. On dit, on se connaît pas encore, mais venez à Garage. Ça va être un peu chaud cette fois-ci. Mais donc, ils sont pas venus. Mais 2 mois plus tard, ils nous rappellent en disant, dans 1 an et demi, c'est nos 20 ans, construisons un sac de ski de randonnée ensemble, upcyclé, en collaboration. Et donc, on va chercher un marché qui nous intéressait un peu plus tard, beaucoup plus rapidement, parce que grâce au réseau, grâce à ce besoin, nous, de collaborer, on va trouver de la légitimité sur un marché sur lequel on n'était pas encore présent. Nous, c'est notre moyen vraiment d'accéder à nos marchés. C'est ça, Bastien, c'est d'être en alerte, en fait, c'est ça? Pour pouvoir… Oui, c'est ça, c'est d'être en alerte et puis de chercher aussi des raccourcis, en fait. Les chemins, il y a plein de moments où on peut avoir des raccourcis pour gagner du temps sur de l'innovation, ne pas forcément les prendre. Là, au fond, c'était un raccourci. C'est-à-dire que c'est une manière, nous, on a créé l'opportunité, c'est-à-dire en donnant la possibilité d'amener une autre marque et donc de créer le contact, mais on a créé un chemin qui n'existait pas. Et au garage, des marques qui auraient connu le succès, qui explosent d'une certaine manière, elles gardent quand même un pied au garage? On l'espère, en tout cas, on l'espère bien. Non, mais garage, je dis ça parce que ça voudrait dire qu'on reste, de toute façon, même si on a un truc qui cartonne. C'est le cas de Decathlon. Je reprends cet exemple. La tente 2 secondes, elle cartonne. Pour autant, on ne s'endort pas sur nos lauriers et on continue peut-être encore à investir beaucoup plus. Ouais. L'innovation ne s'arrête jamais. Puis je pense que quand on a démarré, quand on est lancé dans une stratégie d'innovation, on n'a plus envie de s'arrêter. On a toujours des projets qui arrivent et donc c'est le cas. Donc les entreprises historiques comme Baudelaire, il y a toujours des sujets qui peuvent arriver sur la table et peut-être qu'un jour la virgule sera le grand frère de quelqu'un. Peut-être qu'un jour la virgule va accueillir quelqu'un. C'est vraiment de créer cette émulation. C'est un réseau vertueux. Émulation-là. Irvine.
Cette question-là même quand on a un truc qui cartonne, on continue de prendre des risques, on continue de faire face à des échecs potentiels. C'est ça? Oui, effectivement, c'est une histoire sans fin. Hein. Ouais. La tente de seconde, la première a été vendue en 2005. On doit être à la 6e génération. Elle est déjà de 2005, la tente de seconde, ouais. On est à la 6e génération et là, on a carrément changé de technologie depuis. On est passé sur un nouveau système qui est issu des parasols qu'on a transféré, qui est plus sur le système d'origine. Donc, ça évolue parce que les gens, vous mettez une INO pendant quelques années, les gens vont dire c'est génial, etc. Puis au bout d'un moment, ils vont dire votre truc quand même à replier, c'est pénible. Hein. Bon d'accord, on va essayer de trouver la solution. On trouve la solution, et puis après ils disent mais c'est quand même vachement gros. Ah d'accord, on va faire plus petit. Et puis le repliage quand même, c'est pas 2 secondes. Ah d'accord, ok. Et donc en fait l'exigence est sans limite et c'est un jeu en fait. Hein. Moi je prends ça comme un défi d'aller toujours plus loin et de rebondir et de perfectionner le truc, voire de changer complètement de direction en cours de route. Donc c'est un jeu permanent. Ouais. C'est facile, c'est peut-être trivial ce que je vais dire, mais c'est facile si je crois avoir une bonne idée, j'ai un truc qui, je pense, tient la route, d'espérer collaborer avec des boîtes comme vous. C'est possible. Je vous ai sur le plateau, donc j'en profite. Voilà. Oui, non, mais c'est possible, on l'a déjà fait. Je ne veux pas dire que c'est facile, parce que je vous dis, on a des milliers d'idées. En interne déjà. Oui, en interne, et puis nos clients en ont plein, donc on les écoute énormément. Mais encore une fois, avoir une idée, c'est un tout petit bout de chemin. Donc ensuite, déjà, les bonnes idées, il faut se méfier. Hein. Il y a souvent 10 autres personnes qui ont eu la même au même moment. Ça nous arrive à nous, à tout le monde. Le fameux truc où on se dit, ça, c'est révolutionnaire. C'est ça, donc il faut se méfier un petit peu de ça. Mais après, il faut maturer, etc. Et puis quand le projet est un peu plus profond, alors souvent pour un inventeur externe, ce qui est déterminant quand même, c'est quand on est capable de poser un brevet, ça veut dire qu'on a fait un état de l'art, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a trouvé une idée similaire à la nôtre et que c'est déposable. Donc déjà, ça a plus de valeur. Donc ça, c'est négociable. Après, avoir juste une idée brute qui sortirait du cahier, c'est un petit peu léger, quoi. Donc, faut faire maturer les idées, quoi. Ouais, faut les faire grandir, maturer. Mais non, mais c'est important de comprendre que finalement, les boîtes sont à l'écoute, en fait. Oui, bien sûr. Mais là, on a eu un bel échange d'ouverture, mais Decathlon, en fait, on est hyper ouvert à tous les niveaux et tout le temps, et on sait que notre avenir dépend de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de savoir qu'on a tout compris, qu'on sait tout, et au contraire, on sait rien, en fait. Il faut être capable de se remettre en question, se dire, tiens, on aimerait faire ça, et qui serait capable de faire ça? Alors, on a la possibilité d'aller chercher des entreprises peut-être plus costauds, je sais pas, de faire appel à BSF pour trouver une nouvelle matière et rentrer dans des choses très très complexes, mais je pense que Benoît pourrait tout à fait toquer à la porte du magasin Decathlon dans le Nord, etc. et essayer de vendre sa gamme, ça passerait aussi en fait. Donc la connexion, elle se fait à tous les niveaux en fait. Et j'aime bien l'idée d'écosystème. Et on est tous dans un écosystème. Le but, c'est pas de tuer l'écosystème, mais de le faire vivre. Et chacun fait partie de l'écosystème. Truc vertueux comme ça, où chacun... Ouais, de nourrir. Mais l'exemple avec Benoît est vachement intéressant, parce qu'il a voulu le faire. Decathlon ne voulait pas le faire, ou c'était pas le moment, on n'avait pas les moyens, etc. Il voulait le faire absolument, et on pouvait l'aider. Donc on l'a aidé. Et en fait... Déjà, il nous apprend des choses, il nous montre que ça c'est possible, il le fait comme ça, peut-être que nous l'aurait. Et puis peu importe, on verra bien comment ça évolue, mais c'est le principe d'écosystème, c'est une nourriture réciproque. Et puis il y a le label ID, vous le connaissez le label ID? Ça vous dit quelque chose? Label ID, vous connaissez? Eh bien, on va l'avoir maintenant. Je vous propose, sans plus tarder, de parler encore d'un autre témoignage d'innovation. Il y a le fameux label ID dont on va parler dans quelques secondes. Et avant de vous en parler, avant de vous donner la réponse, eh bien, je vais vous proposer de participer déjà. Il y a Sébastien Perret qui est venu nous rejoindre, référent Hauts-de-France Innovation. Et j'ai oublié, mais non, mais il est là. Ah, Philippe Negas-Cuvette, bah oui. De Févelé Transport. Et on parlera justement de nouveau labellisé. Mais avant, je vais vous proposer un petit bicast, comme tout à l'heure. Vous scannez le QR code qui va apparaître à l'écran et on va vous proposer de répondre à cette petite question. Qui connaît le label ID? C'est tout simple. Voilà, vous nous faites un petit sondage pour savoir qui connaît le label ID. Allez, vous répondez. Et c'est... attends, hop. On regarde, Sébastien. C'est toi qui vas te coller à la définition du label, enfin en tout cas nous parler de ce fameux label ID. Exactement. Et les perspectives qu'il ouvre. Alors, on a des réponses et pour l'instant, on est à une majorité de non, 62,5 qui répondent non. On va laisser le temps
À chacune de répondre. 60% de non. Le label ID. Sébastien? Bah écoutez, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas si mal. 60% qui connaissent pas. Non, mais parce que c'est nouveau et puis. Ouais. Je dirais plutôt que c'est 40% qui connaissent au final. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc oui, c'est le label ID. Alors c'est quoi? Alors pour vous en parler, donc je vais parler un peu de la genèse. En fait, ça répond tout simplement à un besoin qui nous est revenu, notamment par rapport à un décret du 24 décembre 2018, pour être très précis, concernant les achats innovants. Donc en fait, ça permettait, si vous voulez, aux acheteurs publics de pouvoir déroger aux obligations de passer par l'appel d'offres pour les achats innovants inférieurs à 100 000 €. Et donc la difficulté pour ces fameux acheteurs, c'était de pouvoir déterminer dans le cadre des achats innovants ce qu'est une solution innovante. Et puis bien évidemment pour les entreprises souhaitant travailler avec ces acheteurs, de pouvoir attester que leur solution est innovante. Donc, dans cette idée-là, en fait, le HDFiD s'est associé avec l'AFNOR, numéro 1 de la certification en France, pour créer le label Innovation Durable. L'idée du label, en fait, si vous voulez, c'est de pouvoir attester qu'une solution est innovante et durable, et notamment, en fait, de pouvoir, pour que ce soit pour une solution produit ou pour un service. Alors comment ça se passe concrètement la labellisation? En fait, l'AFNOR va se baser sur des critères objectifs et factuels pour définir si une solution est innovante et durable, bien évidemment. Alors l'aspect durable est hyper important pour nous. On va bien évidemment contrôler que l'entreprise a pris en considération ces notions de développement durable, en prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et puis écologiques, bien évidemment. L'autre aspect aussi l'aspect durable qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir vérifier que la solution portée par l'entreprise va permettre aussi une pérennité sur son marché. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faut qu'il y ait une cohérence avec le marché, c'est ça? Qu'elle réponde à des critères de préoccupation durable, c'est ça? Tout à fait. Innovantes. Tout à fait. Et qui répondent à oui, un besoin. Oui, bien évidemment. L'idée, c'est de ne pas innover sur un marché qui n'existe pas. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'innovation. Donc, on va bien évidemment vérifier que la solution va s'inscrire sur un temps long et que ça va permettre aussi d'assurer la pérennité financière de l'entreprise. C'est surtout ça aussi qu'on va mesurer. Bien évidemment, grâce à ça, ça va permettre aussi pour les labelliser, de pouvoir rassurer leurs partenaires, rassurer leurs clients, de rassurer les acheteurs. Et c'est aussi un autre avantage qui est surtout important, c'est de pouvoir aussi se différencier sur son marché. Quand on est labellisé, ça permet bien évidemment d'avoir un avantage par rapport à ses concurrents et ça va attirer bien évidemment des clients et par ce biais-là, d'avoir un effet de levier, notamment sur la croissance de l'entreprise. Ouais, c'est Philippe qui va pouvoir témoigner. C'est un récent labellisé Innovation Durable. Philippe, tu représentes la boîte Faivelet Transport, boîte de transport. Alors, comment une boîte de transport, elle se retrouve à mettre en place une innovation et comment elle se retrouve à être labellisée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, Faivelet Transport n'est pas dans le transport, mais dans l'équipement ferroviaire. Okay. Donc, on change de domaine, du coup, par rapport à ce qu'on a pu entendre juste avant. Donc, un monde très différent. On est dans le business to business. Donc, on conçoit, on fabrique et on livre et on maintient également des équipements pour les trains. Donc, des équipements, concrètement, des systèmes de freinage, des pantographes, des portes, de l'électronique embarquée, donc beaucoup de composants en fait qui constituent un train aujourd'hui sont fabriqués, conçus par Faivelet Transport. Donc c'est un groupe, on fait partie du groupe Wabtec, qui est un groupe très important au niveau mondial, puisqu'il pèse plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et le groupe Faivelet Transport en France, c'est plus de 2000 salariés sur des sites dont un à Neuville-en-Ferrain, à Amiens. Et donc sur le site d'Amiens, on a donc travaillé sur une innovation New Brake Station. New Brake Station, exactement, donc qui est une unité de frein. Donc c'est quelque chose d'un peu plus obscur, je pense, pour vous, puisque ce sont des produits que vous ne voyez pas au quotidien sur les trains, mais qui sont non moins essentiels, puisque
Ils permettent de les vous... freins, les trains, ça permet d'arrêter les trains, Ouais, voilà. ça, Donc c'est pas mal. voilà, c'est mieux quand ça marche. Ouais, si on veut qu'ils soient à l'heure. Exactement. Donc voilà, on est dans ce domaine-là. Ouais. Et le site d'Amiens est centre de compétences sur le freinage. Voilà, donc on fabrique des freins pour les TGV, les TER, les métros, les tramways. Et donc, il y a ce New Brake Station. Qu'est-ce qu'il avait d'innovant, ce système de freinage, pour le coup? Alors, il est innovant sur deux grands aspects. Le premier, on a donc sur cette unité de frein cherché à vraiment la rendre la plus compacte possible, puisqu'en fait, la grande problématique dans le ferroviaire, il y a deux grandes problématiques. Trouver de la place dans les trains modernes pour pouvoir mettre des équipements, en particulier le frein, puisqu'en fait, les constructeurs de trains que sont Alstom, Siemens, CAF, pour n'en citer que quelques-uns, vont chercher à maximiser le nombre de passagers par train, puisque c'est ça que demandent les opérateurs comme SNCF ou d'autres d'ailleurs. Donc pour nous, équipementiers, moins de place pour pouvoir mettre les mêmes produits. Donc déjà une contrainte extérieure forte pour innover, ça c'est bien. Est-ce qu'on veut optimiser la place à bord? Absolument, tout à fait, tout à fait. On veut embarquer plus de passagers que c'est normal. Mais on veut pouvoir arrêter les freins. Donc, qui dit plus de passagers, dit aussi besoin de freins plus. Ben voilà, exactement. Et aussi, voilà, il y a plus de masse, il y a parfois plus de vitesse, oui. et il faut arrêter de manière tout aussi fiable. Et donc forcément, ça nous stimule pour innover et pour rendre les unités de frein plus compactes. L'autre élément, problématique de poids, mais aussi dans une perspective environnementale, on cherche à faire en sorte que les trains soient les plus durables, donc c'est-à-dire économes en énergie. Et donc, pour y arriver, vous devez baisser le poids au maximum des éléments constituants. Et donc, c'est un autre élément. Et donc, pourquoi New Brake Station est innovant? Tout simplement parce qu'on répond à ces deux défis. On vient rendre l'unité de frein compacte avec un système très révolutionnaire au niveau du frein de parking. C'est un peu technique, mais voilà. Donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de place. Et l'autre élément, c'est qu'on a embarqué des matériaux légers, donc des matériaux qui, jusqu'ici, n'étaient pas utilisés pour ces unités de frein. C'est quoi le rôle que va jouer ce label dans votre innovation? Qu'est-ce qui va permettre? Parce que là, ce qui nous intéresse justement, alors, on a vu que c'était innovant, on a vu que c'était durable. Encore une fois, il faut mettre ça en catapulte. Alors, ça sert à quoi le label? Alors là, on est dans un monde vraiment différent. Donc, le business to business, équipementier, c'est extrêmement obscur. C'est-à-dire que les relations jusqu'à aujourd'hui en termes d'innovation, elles sont principalement entre bureaux d'études. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, que ça fonctionne encore un petit peu aujourd'hui. Mais le diagnostic qui a été celui de Faiveley Transport et du groupe Webtech a été de dire aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'innovations qui ont eu un impact fort sur le caractère durable des trains modernes. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse justement faire connaître ces capacités, ces innovations à l'ensemble du grand public et en particulier aux donneurs d'ordre publics, puisque derrière chaque commande de train, vous avez généralement un donneur d'ordre public. Et c'est important que chaque appel d'offres prenne bien en considération ces éléments d'innovation, ce qui est peu le cas aujourd'hui, il faut être honnête. Les appels d'offres sont assez réglementés avec une tendance quand même à surpondérer les prix. Ce que tu veux dire, c'est que les labels, pour l'instant, ne sont pas un critère. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, non, mais ce qu'on a trouvé vraiment, exactement, et ce qu'on a trouvé très intéressant dans la démarche label innovation durable, c'est précisément de rendre en fait visible pour les donneurs d'ordre le caractère innovant d'une innovation qui, pour autant, n'aurait pas été vraiment visible par le grand public. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment très intéressant. Ouais, faut arriver à se démarquer dans un univers où finalement c'est hyper réglementé. Absolument. Voilà. Il fallait arriver à dire ok, il y a ce petit supplément, il y a ce petit supplément d'âme. Oui. C'est ça. Et je vais vous donner un autre exemple. On a parlé beaucoup du plan de relance ferroviaire dans les derniers mois, avec un accent très fort qui a été mis sur le train à hydrogène, qui est une super innovation. Par contre, on parle assez peu en fait des équipements qui concourent à rendre un train économe en énergie. Il faut savoir que sur le site de Neuville-en-Ferrain, qui est juste à côté d'ici, que j'ai la chance de diriger, on fabrique des climatisations. C'est le deuxième poste de consommation électrique d'un train. C'est-à-dire que quand vous voulez réduire vraiment de manière conséquente la consommation électrique d'un train, évidemment, vous travaillez sur la traction, donc en l'occurrence, l'hydrogène apporte une solution par rapport à des combustibles, fossiles, mais vous devez aussi travailler sur la climatisation, et c'est ce qu'on apporte, nous, avec des innovations qui sont pas du tout dans le domaine du freinage pour le coup, mais qui sont dans le domaine des climatisations et de l'efficience énergétique. Je reviens au label, mais est-ce que ce label, on peut dire qu'il a un rôle d'accélérateur, il va avoir un rôle d'accélérateur pour le coup, là, pour vous? À l'échelle du ferroviaire, oui, sachant que l'accélération dans le ferroviaire, venant du freinage, c'est un peu compliqué, mais non, blague à part. Non, parce que là, du coup, il était parti déjà dans ces locomotives. Mais non, mais le label en général, Non, oui, le label en général, pour nous, c'est vraiment donner
effectivement, passer un message fort sur le fait que ces innovations sont connues par les donneurs d'ordre publics et donc pourront demain accéder à des marchés. Et on veut, en fait, si vous voulez, faciliter l'accès au marché via ce label, c'est clair. Sébastien? Oui, donc en effet, ça permet une mise en lumière, ça permet bien évidemment de pouvoir rayonner à une autre échelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'avoir un avantage concurrentiel sur son marché. Quand on est labellisé, c'est toujours mieux que de ne pas l'être. Pour faire simple, alors ça paraît on s'est distingué en fait finalement. Exactement. Et puis ce qui est pas mal peut-être aussi en concourant à des labels, c'est que ça nous permet de nous recentrer finalement sur notre propre projet. C'est-à-dire que ça permet de faire un petit peu le point aussi sur le projet, Philippe. Oui, tout à fait, je rebondis parce que c'est vrai que ça a été un exercice extrêmement stimulant. Ouais. Ça nous a permis en fait de reposer des questions qui étaient à l'origine du projet, mais qu'on avait un petit peu perdues, qui étaient comme acquises et qui étaient devenues un peu des leitmotivs sans vraiment de valeur. Et en fait, le fait d'avoir été challengé par les équipes HDFID et également par l'AFNOR, ça nous a fait reposer des questions qui sont stimulantes et qui, du coup, remettent en perspective le projet. Benoît, tu as traversé ça aussi? On remet un petit peu les choses à plat d'une certaine manière? Sur la labellisation? Ouais, sur les appels à projets, ça permet de remettre tout à plat en fait, c'est pas mal? Ouais, notamment nous, beaucoup les concours, et qui nous ont beaucoup préparé, la campagne de crowdfunding dans un premier temps qui permet de structurer l'idée et de se dire ok, c'est quoi le message que je veux faire passer? Jusque nous, le gros concours l'année dernière de la Fabrique à Viva qu'on a remporté et qui était une subvention de 60 000 €. Donc pour une structure de notre taille, c'était conséquent, mais c'est toutes ces préparations avant qui ont fait que ça a été possible. De se reposer pour réécrire d'une certaine manière, et vous l'avez vécu même en B2B, c'est de se reposer pour réécrire le pitch, en fait, en quelque sorte, de l'histoire qu'on veut raconter et de quelle manière on pense que c'est une innovation utile. En fait. Absolument. Ouais, c'était ça, et ça nous a amené justement à développer des supports vidéo, à faire des choses que dans l'industrie, on n'est pas tellement, particulièrement dans le B2B, on n'est pas forcément amené à faire de manière très... très, très fréquemment. Quoi. Alors, c'est peut-être un milieu particulier, mais c'est quoi les freins qui sont avancés? C'est quoi les freins qui sont... C'est marrant pour une innovation autour d'un système de freinage, mais c'est quoi les freins qu'on rencontre? Alors, clairement, sur les freins, une des difficultés, c'est toutes les problématiques d'homologation. Donc, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand vous disiez accélérer, nous, oui, on veut accélérer, mais on sait parfaitement qu'il va falloir effectivement respecter toutes ces phases d'homologation qui peuvent être longues. Le POC, extrêmement important. Pour nous, dans le ferroviaire, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir embarquer à long terme sur une technologie, c'est de pouvoir déployer un premier POC, donc un premier prototype sur train, avec des essais en service, et en particulier pour des produits qui nécessitent des homologations comme les freins. C'est un passage obligé. Comment on fait un essai en service si on n'est pas homologué? On ne pourra pas... Alors, vous avez des tests préalables, en fait. Voilà, vous avez des tests préalables qui font que effectivement, l'opérateur est beaucoup plus confortable à introduire la technologie de manière ciblée sur des trains qui sont suivis, de sorte à ne pas prendre de risques. On va aussi voir une nouvelle... c'est une vidéo qu'on va voir, Sébastien, je te laisse nous proposer ça. Donc, c'est un des premiers labellisés chez nous, donc on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai juste, avant qu'on voit la vidéo, parce que je vois la question là, des internautes sont très intéressés pour échanger avec vous. Comment faire? Alors, c'est très simple. Vous pouvez me contacter via le site HDFID. Donc, n'hésitez pas en fait à vous connecter sur le site internet, tapez HDFID et vous aurez tous les éléments pour nous contacter. Alors, pour le label innovation, on a aussi un site dédié à ça. Donc, vous tapez le label innovation durable et vous allez tomber sur notre site et vous aurez la possibilité de rentrer dans un questionnaire. Et vous allez voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je reçois une information en push sur mon ordinateur et je prends contact avec vous. Alors, il y avait Haute-France Innovation pour cette question du label, mais il y avait aussi Sloan, parce qu'on me dit en régie qu'il y a donc beaucoup d'internautes qui sont intéressés pour échanger avec vous. Comment ils peuvent faire? Ils ont peut-être, tu vois, parce que vous avez de la matière première, il y a peut-être des gens qui ont envie de peut-être avoir accès à vos matières premières, peut-être réfléchir avec vous à une innovation. Comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent faire pour me contacter? Ouais, c'est la question. Comment je peux faire? Ma page LinkedIn. 06 0. J'ai une page LinkedIn. Sloan Simono. Ouais, Sloan Simono sur LinkedIn. N'hésitez pas. Big Green. Voilà, et puis peut-être ne pas hésiter aussi à pousser la porte du garage. C'est une question sur l'innovation, c'est pousser le garage. Venez boire un café au garage. Exactement, c'est un lieu public, voilà, donc venez au 34 boulevard Carnot.
vous serez bien accueillis. Ouais, super accessible, il y a du parking, donc n'hésitez pas à y aller. Sébastien, on va passer cette vidéo qu'on va voir. C'est avec plaisir. Havre. C'est ça. Allez, on regarde et puis on commente juste après. Bonjour, Simon Laurent, cofondateur de la société Havre, start-up fondée dans les Hauts-de-France en 2017, située à Compiègne et qui compte 18 collaborateurs. Chez Havre, on a développé une innovation qui est un contrôle d'accès, une serrure connectée pour les professionnels. C'est une solution simple d'installation et qui utilise le téléphone comme clé. Aujourd'hui, notre enjeu chez Havre est un enjeu d'accélérer la commercialisation du produit au travers de 2 promesses clientes. Le premier, c'est d'installer une solution de contrôle d'accès sur n'importe quelle porte en 5 minutes. Et la deuxième promesse, c'est que votre téléphone devient la clé. Aujourd'hui, notre développement il se concentre sur 4 cas d'usage spécifiques. Donc, que ce soit dans l'industrie, sur toutes les infrastructures, que ce soit des transformateurs électriques ou des antennes de télécom, aussi bien pour des entreprises, des petites entreprises qui n'ont pas envie d'investir dans un gros système de gestion d'accès, ou même des entreprises qui servent juste à digitaliser l'accès, et on fait également des collectivités. On axe notre développement commercial sur ces 4 cas d'usage, et on a constitué un réseau de 20 partenaires sur toute la France, et commençons à développer l'international à travers l'Espagne et l'Angleterre. En 2018, on est lauréat EDF Pulse, et suite à ce premier prix remporté, EDF suggère la labellisation Innovation Durable. L'intérêt, donc, c'est à la fois le caractère innovant et le caractère durable. Innovant, toute la partie technologique, produit, inventif, et aussi toute la partie durable. Et dans durable, il y a la responsabilité sociale de l'entreprise, l'environnement, mais également aussi la pérennité financière. Tout ça, ça nous permet auprès d'acheteurs de les rassurer, et ça a notamment un très fort intérêt au niveau des collectivités, puisque ces dernières, aujourd'hui, grâce à ce label et au décret qui est passé, peuvent s'affranchir des appels d'offres. Le retour d'expérience qu'on a, et pas plus tard que ce matin, juste avant le tournage, j'étais avec Enedis, avec qui on est en cours de déploiement sur 9 régions à travers la France. Et grâce au label, on a pu affiner le produit pour être encore plus en adéquation avec leurs besoins. Donc c'est top, et on va pouvoir continuer à progresser dans ce sens. Et on a aussi une très belle histoire qui est en train de se créer et qui se crée grâce au label avec une toute petite commune dans la Loire qui s'appelle Saint-Just-la-Pendue, où on les aide à gérer les bâtiments, à avoir de la visibilité dessus. Et le label Innovation leur a permis de prendre la décision finale de s'équiper, puisque ça a rassuré sur la structure du produit, la solidité industrielle, mais également la pérennité financière de la société. Vous avez tous les contacts pour déposer votre dossier. Sébastien, c'est un des exemples, ça cochait toutes les cases, là. Exactement, tout à fait. Comment ça s'est passé avec Havre? Comment vous avez bossé? Parce que là, on l'a vu avec ces problématiques, vous voulez répondre à une serrure connectée, des questions de sécurité, il y a plein de trucs, il y a plein de cases à cocher avant aussi. Si on veut s'adresser à des marchés publics, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Donc, c'est toute la difficulté, en effet, de se baser sur des éléments factuels et c'est tout le travail que fait l'AFNOR. Alors, évidemment, comme a pu l'évoquer tout à l'heure Philippe, c'est un travail aussi important de la part de la société qui souhaite être labellisée, de pouvoir justement amener des preuves, des choses factuelles sur lesquelles on va pouvoir se baser pour pouvoir définir si la solution est innovante ou pas, si elle correspond bien évidemment à notre cahier des charges et si elle s'inscrit dans une notion de durabilité. Philippe? Non, je confirme, c'est effectivement très très intéressant d'avoir justement l'œil de l'AFNOR. Donc les labels, c'est une bonne idée en général. Clairement, très clairement. En plus, c'est très simple. J'ai pas rebondi, mais c'est vraiment extrêmement simple pour pouvoir postuler. On a eu des réponses en plus très rapides. Ouais. Donc la grosse crainte quand on se lance dans ce type de processus, c'est-à-dire on va perdre du temps. J'ai fait d'autres dossiers, ça peut être beaucoup plus lourd. Là, en l'occurrence, non, c'est pas lourd. C'est vraiment adapté à des projets dont on veut accélérer le déploiement, clairement. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de remettre les choses à plat, de réécrire son petit pitch, de revoir un petit peu où on en est, où on va,
c'est vrai de reposer les choses à plat, parce qu'on a la tête dans le guidon, on est là, on avance, on a des obstacles, on les passe, et puis à un moment donné, on va peut-être oublier certaines choses. C'est peut-être l'occasion de revenir là-dessus, Sébastien. C'est une bonne démarche aussi pour ça. Tout à fait. Ne serait-ce que pour ça aussi. Exactement. Voilà, permettre de se reposer un petit peu. Je vais vous proposer, avant de terminer ce plateau, de faire un petit tour de table de chacun d'entre vous pour celles et ceux qui nous regardent en quelques mots. Quel conseil on pourrait donner à un porteur de projet innovant, qui serait porteur d'un projet innovant, qui nous regarde là ce soir? Quel conseil d'étape on pourrait lui donner? Irvine. C'est un peu la conclusion de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Enfin, ce soir. Alors je vais pas essayer de synthétiser les débats de ce soir. Mais en un mot. Moi, je conseille une chose, il y a 3 dimensions à prendre en compte. On peut parler de beaucoup d'éléments rationnels dans l'innovation, de dire il faut un business plan, il faut une idée, il faut être carré, il faut tout structurer, etc. C'est hyper important, il faut le faire. Mais en réalité, il y a 2 autres dimensions qui rentrent en compte. Tout à l'heure, on a parlé de ténacité. Ténacité, c'est plutôt quelque chose de tribal, c'est dire faut y aller, quoi. Faut y aller. Ça va être un combat, donc faut y aller et faut être courageux, en fait. Donc ça, c'est le côté plus tribal de la chose. C'est des qualités intrinsèques, en fait, c'est ça? C'est intrinsèque, mais ça se développe, ça se travaille aussi. C'est des choses il faut être conscient de ça pour se dire ok, j'y vais et il va falloir s'accrocher, quoi. Faut pas se désengager à la première difficulté. Donc ça demande d'être préparé un peu à ça, comme un sportif, beaucoup. Et puis la troisième, c'est une qualité de cœur, en fait. Faut aimer ce qu'on fait. Et donc, je pense que pour réussir un bon projet, il faut aimer ce projet, donc il faut lui donner beaucoup de sens et se dire je fais ça pour ça parce que ça me plaît, j'y crois, etc. Sinon, on n'est pas convaincant, en fait. Et donc, je conseillerais de ne pas être que dans la rationalité du projet, qui est hyper importante, mais aussi de mettre beaucoup d'énergie, de volonté et un peu de cœur, ou beaucoup de cœur. En tout cas, chez nous, on a la chance, attends 2 secondes, je vous en parlais tout à l'heure, les gens qui ont fait ça, c'est les passionnés. Et parce qu'ils sont passionnés de leur domaine, ils ont mis toute leur énergie. Tu aimes rencontrer des passionnés. Tu aimes quand on vient de défendre un projet qui est porté par des passionnés. Ça fait pas tout. Donc il faut les autres facettes, mais il faut un bon équilibre de tout ça. Sloan, la passion, c'est important? La passion, c'est important, oui. Mais comme conseil, je donnerais la relation entre le groupe et la start-up. Tu parlais de rôle de grand frère tout à l'heure, mais je pense qu'il faut un facilitateur, un sponsor. On ne peut pas envoyer la start-up face au groupe, c'est une confrontation, c'est 2 façons de penser. Donc, il faut vraiment créer un lien entre les 2 organisations. Relation de bienveillance, c'est ça? Oui. C'est un peu dans les 2 sens. C'est un peu ce que tu as fait avec la virgule pour le coup. Oui, moi et Ludo, le DG de Migrine, on accompagne la virgule, mais la virgule nous accompagne aussi dans nos réflexions au quotidien. Donc d'avoir une relation de grand frère, de mentor presque. Et une porte d'entrée aussi pour le groupe, pour la virgule. Je rebondis avec Benoît, tiens, pour le coup. Et oui, nous, c'est s'entourer. Et l'énergie, elle vient quand on est bien entouré. On parlait de ténacité. Quand on est tout seul pour l'avoir vécu, on en parlait avec Irvine. L'énergie, à un moment, elle chute un petit peu. Et l'énergie, elle revient quand on a du monde et qu'il y a du réseau et qu'il y a plein d'idées qui se créent. Ouais, parce qu'on passe par ces phases-là. Ouais, mais elles sont comme ça, mais elles sont surtout comme ça. Elles montent vers le haut quand il y a du monde autour. Et l'innovation, c'est rarement tout seul. Il faut être bien entouré. Et se rappeler qu'il y a plein de manières d'innover aussi, Bastien, pardon. Oui, il y a plein de manières. Peut-être juste, alors, un peu en dernier mot sur ce sujet, c'est effectivement de mutualiser, de créer cet écosystème. Ouais. Mais nous, quand on a créé Garage, en fait, on a passé notre temps à entendre c'est impossible. Et au fond, tant mieux parce qu'on a réussi. Et je crois que c'est ce qu'entendent les porteurs de projets. Souvent, on leur dit ça. On leur dit c'est impossible. Personne ne l'a fait comme ça. Au fond, c'est peut-être bon signe quand on commence à entendre ça. Et puis, de garder, on parlait du cœur, des tripes, mais se dire qu'on va passer son temps, quand on est porteur de projet, à transformer les pépins en pépites. C'est ce qu'il faut faire du début à la fin. Et c'est ce qu'il faut toujours faire quand on innove. Voilà. C'est plus une histoire de posture ou de psychologie, effectivement, dans cette étape-là, en plus de tout ce qu'on s'est dit de très concret, pragmatique. Merci Bastien. Philippe? Moi, c'est le mot passion, clairement, ça me parle. Ouais, tout à fait. Quand je prends l'exemple de la Break Station, c'est vraiment issu de passionnés au sein du centre de recherche et développement d'Amiens, donc je salue au passage. Mais ils ont été passionnés depuis le début. Et j'ajouterais, après, il y a ce côté un peu, il faut un peu de courage, c'est-à-dire qu'il faut se lancer, il faut accepter effectivement de confronter l'idée à la réalité du marché, à des feedbacks extérieurs qui peuvent pas toujours être positifs d'ailleurs. Ouais, parce que quand on prend une série de remarques en mode. C'est ça, parce que les passionnés, vous les connaissez, c'est clair, ils ont une idée, ils sont tout chousse. Mais c'est important d'avoir des feedbacks extérieurs, c'est important d'entendre d'autres voix. Passion, ténacité, j'ai retenu, mentorat aussi.
Là, écosystème, écoute, aussi important, Sébastien. Alors oui, je vais rebondir sur ce que disait Benoît, sur le fait d'être accompagné. Souvent, le créateur peut se sentir isolé, se retrouver seul. Bien sûr. Donc, on a de la chance dans la région d'avoir un écosystème riche. Ce que j'invite à faire, tout bon créateur, c'est de ne pas rester seul et de pousser la porte d'agences comme la nôtre, comme HDFID, pour justement être accompagné, pour avoir aussi des réponses des fois à des problématiques qu'on peut se poser et avoir des conseils tout simplement. Et on porte en plus chez HDFID pas mal de dispositifs qui peuvent justement vous aider à booster votre innovation. Pousser la porte de HDFID. Exactement, bien Commencez évidemment. par ça. On commence par ça, c'est pas mal, oui. Allez, merci beaucoup. Ce sera le résumé de ce plateau. Merci, merci messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. C'est la fin de ce plateau. Les RRI, c'est que le début. C'est que le début. Et demain matin, on a rendez-vous. Allez, bonne soirée. À bientôt.